bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité de ce mardi. Comme chaque été, les feux de forêt frappent de plein fouet le sud de l'Europe. On tente de comprendre ce matin si une meilleure prévention est possible pour éviter ces catastrophes. Et alors qu'il est en tournée africaine, Barack Obama critique sévèrement le ton qu'est en train de prendre la campagne présidentielle américaine. Cette culture politique est très différente de ce qu'on connaît en France. Décryptage à suivre. En Finlande, travailler pourrait devenir un choix. Face à l'austérité pour lutter contre la pauvreté, le nouveau gouvernement pourrait proposer un salaire universel. Une idée qui semble révolutionnaire, mais qui n'est pas nouvelle. Et puis cette question au menu également ce matin, pourquoi cette chanson nous reste dans la tête? Pourquoi certaines rengaines s'accrochent plus que d'autres? Une étude scientifique vient d'y répondre. Enfin, c'est les vacances, même en politique. Alors quelle destination ont choisi les ministres et que liront-ils cet été sur les plages? Des choix importants en termes de communication politique. Le moindre faux pas leur sera reproché. Bienvenue à tous. Des milliers d'hectares sont donc menacés chaque été. Le sud de l'Europe est particulièrement exposé aux feux de forêt. C'est le cas de la Catalogne en Espagne, mais également de la région de Bordeaux. Et depuis hier, dans le Var, où 10 000 personnes ont été évacuées. Ariane Ménage. Hier, 3 incendies se déclarent dans le Var. Des feux attisés par un vent violent qui ont poussé les autorités à évacuer 3 campings de Fréjus. Ce sont près de 10 000 personnes qui ont dû trouver un endroit pour passer la nuit. Hier, François Hollande rappelait les consignes de prudence. Nous devons aussi lancer des appels. Et ces appels sont simplement à des comportements de bon sens. On ne jette pas un mégot, on ne fait pas usage d'un réchaud dans n'importe quelle condition, on n'allume pas des cigarettes dans n'importe quel lieu. Et puis on fait attention à ce que l'on jette, on fait attention à ce que l'on fait. Et c'est ainsi que nous pourrons lutter contre les départs de feu qui viennent, vous l'avez parfaitement décrit, toujours de comportements humains. Quant aux incendies en Gironde, les habitants vont pouvoir progressivement rentrer chez eux. Il aura fallu 4 jours aux 600 pompiers mobilisés pour maîtriser l'incendie qui a ravagé près de 600 hectares. Un feu de forêt maîtrisé mais pas éteint pour autant. Les autorités ont tout de même autorisé les 500 habitants de Saint-Jean-d'Illac et de Pessac à regagner leur domicile. Certains devront encore patienter. Il s'agit du premier incendie de l'été et l'un des plus importants sinistres de ces 5 dernières années, après celui de Lacanau en 2012. Et face à ces incendies ravageurs, on tente de comprendre si une meilleure prévention est possible pour éviter ces catastrophes. Betsabé. Alors il y a plusieurs niveaux de prévention. Il y a la prévention au niveau préfectoral. Ainsi, dans le Var, depuis 2006, depuis presque 10 ans, un arrêté préfectoral prévoit, pendant la période d'été, donc de juin à septembre, des restrictions de passage, de stationnement, d'usage de certains matériels dans les terrains boisés selon le niveau de risque de feu de forêt. Et puis ces mesures avec l'obligation de débroussaillement et l'interdiction d'emploi du feu, on peut dire, constituent les fondements de la politique de prévention contre les incendies de forêt qui sont dans l'ensemble respectés. Mais le bon sens s'impose lui aussi aux autorités qui ne percutent pas toujours. Par exemple, reculer un peu plus le boisement du bord des routes, séparer plus les habitations des forêts ou même planter des feuillus qui retardent la progression du feu, les chênes par exemple. Des mesures qui sont logiquement plutôt à portée de main. Ouais, facile à appliquer, c'est ça. Sauf que le nombre de départs de feu pose aussi la question de leur origine. De l'origine, voilà. C'est pas toujours facile de les prévenir puisque 90% des départs de feu sont d'origine humaine, grosso modo. On a entendu François Hollande le répéter. Voilà, exactement. Et pas que des pyromanes. Prenez la Gironde par exemple. Il y a eu plus de 150 départs de feu, plus ou moins criminels, plus ou moins organisés, depuis le début de l'année. Alors en cause, vous avez la négligence, comme le manque d'entretien de la forêt par les propriétaires privés. En France, vous avez l'inadvertance, ces fameux mégots qui sont jetés au bord des routes, voire carrément en plein massif. D'ailleurs, on en profite pour préciser que les barbecues sont interdits dans les zones à risque. Les pétards, les fusées, les feux d'artifice ainsi que les jeux avec les allumettes sont vivement déconseillés l'été dans les régions sèches et boisées, d'autant que
Sécheresse oblige, sachez que cet été s'annonce l'un des plus difficiles pour la forêt des Landes de Gascogne. On précise que c'est la plus grande d'Europe occidentale. C'est pas non plus la moins belle, donc attention. Évidemment, on fait attention. Des fortes chaleurs et de fortes sécheresses donc cet été. Merci beaucoup, Betsabe. En bref, le chômage n'a pas augmenté le mois dernier en France puisque le nombre de demandeurs d'emploi n'a quasiment pas bougé. En juin, on comptait toujours 3,5 millions de personnes n'ayant exercé aucune activité professionnelle en métropole. Et puis la grogne des éleveurs continue, elle aussi, après la trêve dominicale liée peut-être au grand week-end de chasse et croisée sur les routes des vacances. Eh bien, les éleveurs laitiers ont repris depuis hier la mobilisation. De nouveaux barrages ont été mis en place, notamment à la frontière franco-allemande, et ce après que le gouvernement allemand ait dénoncé les conditions d'aide des producteurs de lait français. François Hollande, en déplacement dans le Var, a voulu se montrer rassurant. Écoutez. Nous devons agir. Et donc le ministre de l'Agriculture a fait en sorte que nous puissions faire la pression nécessaire sur les distributeurs, sur les transformateurs, sur les abatteurs. Nous avons des prix à relever. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que les consommateurs doivent comprendre. Il y a aussi des origines qui doivent être bien précisées parce que nous avons le devoir de consommer ce que nous produisons ici dans notre pays. Dans l'actualité internationale, Barack Obama poursuit sa tournée africaine. Il est en Éthiopie depuis hier. Première visite d'un président américain dans ce pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, un pays également engagé dans la lutte contre les islamistes. Julia Ganancia. En voyage en Afrique, Barack Obama n'en garde pas moins un œil sur la politique de son pays. Ce lundi, le président américain a sévèrement critiqué le ton de la campagne présidentielle américaine. Nous sommes en train de créer une culture qui n'est pas propice à une bonne politique. Le peuple américain mérite mieux que ça et le débat présidentiel mérite mieux que ça aussi. Dans 18 mois, je rends les clés et je veux m'assurer que je les donne à quelqu'un qui sera sérieux sur les problèmes auxquels ce pays et le monde font face. La raison de sa colère, les récentes déclarations de plusieurs candidats républicains, dont ceux de Mike Huckabee. L'ancien gouverneur de l'Arkansas a affirmé que l'accord historique sur le nucléaire avec l'Iran, récemment conclu entre l'Iran et les puissances mondiales, conduisait les Israéliens aux portes des fours crématoires. Les récentes déclarations de Mike Huckabee s'inscrivent dans une tendance générale et seraient considérées comme ridicules si elles n'étaient pas si tristes. Barack Obama effectue son dernier mandat à la Maison-Blanche, il ne peut pas se représenter. En Éthiopie, il est également revenu sur les propos de Donald Trump. Ce dernier a affirmé que le sénateur républicain John McCain, fait prisonnier au Vietnam, n'était pas un héros. Peut-être que ces déclarations sont une tentative de la part de Donald Trump d'occuper la scène médiatique. Mais ce n'est pas le genre de président dont a besoin l'Amérique aujourd'hui. Malheureusement, ces attaques scandaleuses sont devenues bien trop banales dans la vie politique américaine. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Plus d'un mois après l'annonce de sa candidature, le milliardaire américain est sous le feu des projecteurs. Des déclarations fracassantes en polémique incluant des nazis, Donald Trump est parvenu à s'imposer en tête de certains sondages dans une campagne qui le considérait comme un candidat pourtant sans crédibilité. Bonjour Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales, spécialiste de la politique américaine. Est-ce que cette campagne est vraiment, comme le dit Barack Obama, d'un plus bas niveau que les précédentes ? Je ne pense pas. Vous savez, il y a toujours ce phénomène dans les primaires où les candidats, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, radicalisent leur discours. Beaucoup de candidats ne sont pas des candidats sérieux. Ils se présentent uniquement pour s'attirer l'attention médiatique. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Et donc ils font ces déclarations provocatrices pour s'attirer l'attention des médias. C'est un phénomène qui se répète tous les 4 ans. Pourtant, elles sont peut-être symptomatiques de quelque chose, ces déclarations. On pense évidemment à Donald Trump, qui a fait beaucoup de bruit avec des déclarations tonitruantes, populistes, racistes, simplistes même. Et surprise, il caracole en tête des sondages pour cette fameuse primaire républicaine.
Pourquoi ? Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, c'est un système présidentiel et également pour le Parlement, pour le Congrès, un système majoritaire dans des circonscriptions. Et par conséquent, c'est un système bipartisan où il y a deux partis. En Europe, si quelqu'un comme Donald Trump, s'il était en Europe, il aurait un petit parti au Parlement, soit au Parlement européen, soit chez lui, dans lequel il pourrait exprimer ses opinions complètement provocatrices et vulgaires. Et il pourrait même être un kingmaker dans le gouvernement, faire le balancier pour former des coalitions. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce système. Donc c'est uniquement dans les primaires où ce genre de politicien exprime ses vues radicales. Pourquoi ça plaît tant aux Américains ? Ça plaît également aux Européens. Regardez les partis populistes en Europe, ils existent, ils sont là. Il y a des franges représentées. Alors encore une fois, aux États-Unis, ils ne sont pas représentés politiquement et donc ils s'expriment pendant les primaires. Il y a toujours des franges, aussi bien à droite qu'à gauche, qui veulent écouter un discours radical provocateur et les primaires leur donnent cette occasion. Alors justement, que nous apprend l'histoire présidentielle des États-Unis au bout du compte, que ce soit côté républicain ou démocrate, finalement, ce sont les modérés qui finissent toujours par l'emporter ? Alors il y a un phénomène intéressant de balancier. Autrement dit, pendant les primaires, le discours se radicalise pour attirer les franges, soit les plus à droite du Parti républicain, soit les plus à gauche du Parti démocrate. Donc vous voyez les candidats se radicaliser pendant les primaires. En revanche, une fois qu'un candidat est élu pour la nomination, il change de discours, il se centrise, parce que pour être élu, il faut attirer l'électorat du centre. Donc c'est un phénomène qui existe aussi bien chez les démocrates que les républicains, une radicalisation pendant les primaires et un recentrage pendant les élections elles-mêmes. Il faut s'attendre alors à des déclarations d'extrême gauche de la part d'Hillary Clinton ? Alors Hillary Clinton va devoir, et elle le fait déjà souvent, gauchiser son discours parce que bon, elle a le plus de chances, bien entendu, d'être élue, donc elle n'est pas vraiment mise en danger. Mais il y a des candidats beaucoup plus à gauche qu'elle. Il y a une base beaucoup plus à gauche au Parti démocrate qui veulent une politique économique socialisante, qui veulent une politique étrangère complètement différente, donner la citoyenneté à tous les immigrants illégaux, etc. Et donc elle-même, elle est obligée, elle est forcée, de pousser son discours plutôt à gauche. Et une fois qu'elle sera nominée, elle devra recentrer son discours elle aussi. Alors un mot de la bataille que se livrent ces candidats américains. Aux États-Unis, les campagnes sont toujours violentes, très agressives. Le passé de chaque candidat est fouillé au peigne fin à chaque fois, aucune faute n'est pardonnée. Comment est née cette culture politique américaine qui nous semble très loin de ce qu'on connaît en Europe ? Effectivement, il faut bien comprendre que les États-Unis, c'est une culture anglo-saxonne, une culture protestante, souvent puritaine, dans laquelle on attend des candidats qu'ils soient irréprochables dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, alors qu'en Europe et surtout en France, on tolère des choses qui aux États-Unis ne passeraient jamais, même si les États-Unis ont évolué. Mais sur la question du comportement personnel et familial des candidats, on attend des choses qui, en France, ne serait pas du tout attendu. Autrement dit, le comportement, par exemple, de la vie privée de candidats en France serait complètement inacceptable aux États-Unis. Cela vient effectivement de cette culture puritaine, protestante, qui reste vivante aux États-Unis. Avoir une maîtresse cachée, par exemple, ne passerait pas. Ne passerait pas du tout. Ou pas cachée. Voilà, ou pas cachée. Merci beaucoup, Merci. Emmanuel Lafon. Débarrasser le nord de la Syrie de l'État islamique, c'est la mission que se sont assignés les Américains et les Turcs. Depuis quelques jours, on l'a vu, la Turquie a intensifié ses frappes en Syrie. Il s'agirait donc d'une action coordonnée avec les Américains. Dans le même temps, Ankara a promis de continuer de s'en prendre aux rebelles kurdes. Joseph Emmanuel. L'offensive turque contre les Kurdes du PKK se poursuit. Ce lundi matin, des chars de l'armée turque ont bombardé un village du nord de la Syrie. Des frappes sur des positions kurdes, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte un nombre de 4 blessés. Les F-16 turcs avaient redécollé dimanche soir pour une nouvelle vague de frappes contre les bases arrières du PKK, des frappes concentrées sur les monts Kandil, dans le nord de l'Irak. Rien ne va plus entre le gouvernement turc et les rebelles kurdes de Turquie. Une brusque escalade qui intervient au moment où Ankara est passé à l'offensive contre le groupe djihadiste État islamique, après une longue hésitation critiquée par l'ensemble de la communauté internationale. Mais comme s'y attendait Ankara, les représailles kurdes au bombardement n'ont pas tardé. Quelques heures après les premières sorties de ces chasseurs bombardiers, une voiture piégée explose tout près de la grande ville de Diyarbakir, une ville à majorité kurde dans le sud-est de la Turquie. Bilan, 2 militaires tués et 4 autres blessés. L'aile militaire du PKK a revendiqué l'attentat, comme il revendiquait plus tôt dans la semaine l'exécution de 2 policiers turcs dans la ville de Ceylanpınar, une ville frontalière de la Syrie. Une exécution en riposte à l'attentat de Suruç qui avait visé de jeunes militants de la cause kurde.
Cette vague de violence entre Turcs et Kurdes fait voler en éclats le cessez-le-feu unilatéralement proclamé par le PKK il y a 3 ans. La Turquie a longtemps été accusée de complaisance et d'inertie envers des islamistes radicaux, notamment ceux en guerre contre le régime de Damas. Les spécialistes de la région soupçonnent Ankara d'avoir ouvert l'offensive contre les islamistes pour viser en priorité le PKK. Aujourd'hui, le processus de paix engagé il y a 3 ans entre la Turquie et ses rebelles kurdes semble bien fragile. Un processus de paix engagé pour mettre fin à un conflit qui a fait plus de 40 000 victimes depuis 1984. Voilà, et on vient de le dire, entre Daesh et le PKK, le cœur d'Erdogan balance. Quelle cible Ankara va-t-elle choisir de privilégier? Cyril, tout laisse à penser que la Turquie va poursuivre son combat avant tout contre les Kurdes. Oui, après des mois d'ambiguïté et devant un isolement de plus en plus croissant de la Turquie sur la scène internationale, on vient de le voir, Ankara a donc engagé une vaste opération militaire contre l'État islamique, mais une guerre peut en cacher une autre. Et il semble que la Turquie ait voulu frapper, ou en tout cas faire d'une pierre deux coups, en frappant également des positions du PKK, à partir des travailleurs du Kurdistan, avec qui elle est pourtant en négociation depuis 2012, et il y a eu des négociations qui avaient abouti sur un cessez-le-feu fragile, mais somme toute maintenu jusqu'à ce jeudi. Alors, on va écouter le président turc Erdogan immédiatement après les attentats de Suruç qui a fait 32 morts, et après les incidents, l'escarmouche à la frontière turco-syrienne qui avait coûté la vie à un militaire turc. On l'écoute. Ces mesures sont contre notre sécurité nationale. Le combat contre la menace terroriste, qu'elle vienne de l'intérieur comme de l'extérieur, va se poursuivre avec détermination. Nous allons prendre les précautions nécessaires pour la sécurité et pour la paix de notre pays. Nous sommes dans une lutte différente à partir de maintenant. Nous ferons donc tout ce qui est nécessaire dans cette lutte. Notre nation doit faire confiance à l'État. Cyril, très simplement, pourquoi la Turquie s'en prend-elle au PKK? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi la Turquie rompt-elle le processus de paix qu'elle a entamé depuis 2012 avec ce parti des travailleurs du Kurdistan, et qui avait donc débouché sur un cessez-le-feu qui avait mis fin après 30 ans de conflit avec plus de 40 000 victimes. Barbara, on est devant une situation très étrange. Le PKK, on le sait, combat les djihadistes de Daesh avec le soutien de la coalition internationale, dont il faut rappeler que la Turquie fait partie. A priori, donc l'ennemi de l'ennemi d'Ankara devrait être son ami. Eh bien non, l'ennemi de l'ennemi d'Ankara reste l'ennemi d'Ankara. Et ce pourquoi? Eh bien parce qu'Erdogan cherche visiblement à freiner une influence de plus en plus grande des Kurdes à l'intérieur même de son propre pays, la Turquie. Premièrement, parce qu'au nom de la lutte contre le djihadisme radical, eh bien, le PKK a réussi visiblement à faire oublier son passé d'organisation terroriste et s'attirer la sympathie de l'Occident, un Occident qui est visiblement séduit par l'efficacité des combattants kurdes face à Daesh. Il faut rappeler quand même que et les États-Unis et les Européens ont encore le PKK sur leur liste d'organisations terroristes, et le jour venu, le PKK pourrait être tenté de monnayer son combat contre les djihadistes, contre un État du Kurdistan dont on sait qu'il devrait s'étendre aussi sur une partie de la Turquie, et cela, Erdogan ne veut évidemment pas l'entendre. Le PKK s'est donc renforcé, s'est donc offert une légitimité sur le plan international, mais pas seulement sur le plan intérieur aussi, puisqu'on a vu, il a abandonné son combat militaire pour un combat plutôt politique, et ça aussi, ça inquiète beaucoup Erdogan. Alors, en vue de son indépendance, c'est son combat. Donc, si les Kurdes sont à nouveau dans la ligne de mire d'Erdogan, c'est parce qu'il craint des débordements intérieurs. Des débordements intérieurs. Il craint surtout une influence politique croissante des Kurdes. Je vous rappelle la situation politique de la Turquie. C'est une situation politique qui est bloquée depuis le 7 juin dernier, date des dernières élections législatives. On le sait, Erdogan et l'AKP, son parti islamo-conservateur, ont perdu la majorité absolue au Parlement. Du coup, Erdogan est obligé de nouer des alliances. Il n'y parvient pas, ni avec les Kurdes du HDP, ni avec les ultranationalistes du MHP, ni avec les sociaux-démocrates. Il est donc tenté, c'est peut-être une hypothèse, d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement et d'anticiper un scrutin, de provoquer des élections anticipées à l'automne prochain pour tenter à nouveau de récupérer une majorité absolue au Parlement, parce que les Turcs, pensent-ils, seraient tentés par un vote utile face à une instabilité politique de plus en plus grande. Ça a fonctionné en Égypte, ça a fonctionné en Israël avec cette formule d'un Premier ministre sortant, ou d'un président sortant en l'occurrence, qui se pose en champion de la lutte antiterroriste. Pourquoi ça ne marcherait pas avec Erdogan? Réponse dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Pari risqué tout de même pour Erdogan. Merci beaucoup Cyril.
En Cisjordanie, des heurts ont éclaté cette nuit dans l'implantation de Bethel entre les forces de l'ordre israéliennes et les habitants juifs de cette localité. La police est arrivée sur les lieux pour évacuer 2 bâtiments jugés illégaux par la Cour suprême israélienne. La décision prise dimanche soir a soulevé la colère des dirigeants locaux. Les habitants de Bethel avaient promis ensuite qu'ils arrêteraient les tracteurs et bulldozers avec leur propre corps si la justice mettait en œuvre l'ordre de démolition de ces maisons prévu avant la fin du mois de juillet. Myriam, que s'est-il passé exactement cette nuit à Bethel? Alors ce qu'il s'est passé cette nuit, eh bien, c'est pour ce qu'on pourrait appeler un clash organisé, à savoir qu'aujourd'hui il y avait les habitants des implantations de Samarie et non pas seulement de Bethel qui savaient que cette évacuation et non pas cette destruction de bâtiments aurait bien lieu. Il y a donc eu plusieurs centaines de manifestants, on estime leur nombre à 250 à 350 selon les derniers chiffres de la police, qui sont venus sur place manifester et envahir des bâtiments en construction, des véritables chantiers qui devaient être sécurisés et occupés par les forces de police de bâtiments appelés drain-off. Le résultat, eh bien, ce sont des clashs avec les forces de l'ordre. 50 interpellations de jeunes et de gardes en vue, au moins la moitié sont mineurs. Le chef du conseil municipal de Bethel a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pour l'essentiel pas d'habitants de Bethel, mais des quarantiers qui sont venus du nord de la Samarie, de plusieurs localités connues pour relativement radicales en ce qui concerne la construction en Cisjordanie, qui sont venus pour manifester sur place et s'opposer aux forces de l'ordre. Ce que sous-entend cette évacuation, parce que malgré les appels à la destruction, ce n'est pas ce qui est en cause aujourd'hui, simplement une sécurisation des chantiers en attendant que le jugement soit rendu sur leur statut ultérieur. Eh bien, c'est un ras-le-bol d'un gel des constructions tacite organisé par le gouvernement. Alors justement, c'est un sujet sensible pour le gouvernement, pour la coalition de Binyamin Netanyahou. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques? Une coalition bien à droite, il faut le dire. Et d'ailleurs, sur place, hier soir, il y avait plusieurs anciens députés, dont Ari Eldad notamment du Likoud, et même des députés actuels, quelques-uns de Baït Yehudi, qui ont tenté de se faire discrets, même s'ils sont venus soutenir les manifestants. Des réactions officielles, il y en a une. Il y a notamment Zeev Elkin, ministre de l'intégration du Likoud, ministre de Jérusalem également, qui s'est estimé opposé à cette évacuation. Il ne faut pas détruire ce à quoi on va donner un petit peu plus tard une autorisation de construction, parce qu'on va le voir, c'est un dossier juridique un petit peu complexe. Et puis Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, qui avait même envoyé un SMS la veille au soir au maire de Bethel en lui disant qu'il ne s'agissait pas d'une destruction mais simplement d'une sécurisation et qu'il valait mieux éviter les clashs, même si on l'a vu, ce ne sont donc pas des habitants de Bethel mais des radicaux de plus au nord de la Samarie qui se sont opposés aux forces de l'ordre. Alors, vous l'avez dit, pour finir, c'est un conflit juridique avant tout plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, alors il y a encore un recours qui est déposé ce matin, un débat à la Cour suprême qui est prévu pour le mois d'août et c'est un affrontement en fait entre les infrastructures, les autorités civiles de construction et la Cour suprême. La Cour suprême qui exige aujourd'hui que les lois soient tout simplement respectées, pas d'autorisation de construire et d'habiter un bâtiment, donc pas de construction et d'habitation de ce bâtiment. Et puis de l'autre côté, des infrastructures civiles assez politisées, il faut le préciser, avec un gouvernement très à droite de Binyamin Netanyahou est extrêmement mal à l'aise sur ce dossier des constructions qu'il essaye de ne pas relancer pour maintenir le calme au niveau de la communauté internationale, même si le ras-le-bol est très présent. Donc le conflit juridique est toujours présent, débat pour le mois d'août. On estime même aujourd'hui à plus de 90% de chances que ces 2 immeubles existeront en fin de compte et seront bien habités. Mais la Cour suprême ne veut rien lâcher. Il s'agit aujourd'hui pour elle de faire respecter la loi. Merci beaucoup Myriam. Et la question de ces implantations est l'un des enjeux de ce conflit israélo-palestinien, vous le savez. Autre enjeu actuel du dossier, Mahmoud Abbas, qui pourrait ne plus être l'homme de la situation à Ramallah. Des rumeurs faisant état de son prochain retrait de la vie politique palestinienne se font plus insistantes ces derniers temps. Explication Léa Berdugo. Ce n'est pas la première fois qu'une telle information circule. Selon une chaîne israélienne, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas aurait prévu de démissionner dans 2 mois. Dans le même temps, une rencontre entre le ministre de l'Intérieur Sylvan Shalom et le chef des négociateurs palestiniens Saeb Erekat a été révélée par la presse israélienne. Saeb Erekat pressenti comme étant le successeur potentiel de Mahmoud Abbas. Une telle information est-elle crédible? Oui, si l'on prend en compte la difficile, voire quasi impossible union nationale souhaité il y a 1 an par le président palestinien. En juin dernier, lors de la formation du gouvernement d'unité, le discours était plus qu'optimiste. Aujourd'hui, avec la formation d'un gouvernement d'union nationale, nous annonçons la fin de la division palestinienne qui a fait beaucoup de tort à notre cause nationale les 7 dernières années.
Il y a quelques mois, la démission du gouvernement de technocrates palestiniens a été annoncée pour former un gouvernement de politique comprenant des membres de plusieurs mouvements palestiniens, y compris le Hamas, ce qui n'a pas été le cas au vu des tensions grandissantes entre le Fatah et le mouvement islamiste. Selon une chaîne israélienne, l'âge de Mahmoud Abbas serait également à prendre en compte dans sa décision de quitter le gouvernement. Mais dans le même temps, cette information pourrait paraître peu probable si l'on prend en considération les différents succès diplomatiques que Mahmoud Abbas a engrangés à la tête de l'autorité palestinienne. Une reconnaissance de l'État palestinien par différents parlements européens, l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, à l'ONU et récemment à la Cour pénale internationale. Une politique unilatérale menée par le président Abbas qui semble profiter diplomatiquement aux Palestiniens. Et cette annonce intervient dans un contexte peut-être favorable à la reprise du dialogue israélo-palestinien. Vous nous parlez ce matin d'une rencontre secrète, pas très secrète, hier en Jordanie. Bon, elle a été secrète le moment de sa tenue. J'étais jeudi dernier à Amman, rencontre, il en a été question d'ailleurs dans le reportage qu'on vient de voir, entre Silvan Shalom, ministre israélien de l'Intérieur, mais aussi officiellement en charge du dossier des négociations avec les Palestiniens, et le négociateur palestinien en chef, Saeb Erekat. C'était donc jeudi dernier. L'affaire a été révélée il y a un jour dans la presse israélienne. On en sait un peu plus aujourd'hui. On sait, et c'est un petit peu curieux, que cette rencontre a été à l'initiative d'un Israélien qui n'occupe aucune fonction officielle et qui a joué les bons offices entre messieurs Shalom et Erekat. Il les connaît tous les deux. Netanyahou d'un côté et Abbas de l'autre ont donné leur aval. L'entretien a duré environ 2 heures. Il s'agissait pour 2 hommes qui se connaissent très mal, voire quasiment pas. Silvan Shalom, l'Israélien, Saeb Erekat, le Palestinien, d'abord de briser la glace, de faire connaissance. Des propositions ont été formulées de part et d'autre pour relancer le processus de paix, mais selon Saeb Erekat, eh bien, rien de véritablement nouveau. Ce qui est important aussi, c'est que le chef de la diplomatie jordanienne, ça s'est passé à Amman, Nasser Joudé, était présent dans un premier temps. Ensuite, c'était véritablement une rencontre entre 4 yeux. Et on sait que des représentants haut placés de l'Union européenne étaient également impliqués dans la rencontre. Alors, en revanche, une absence remarquée pour cette rencontre, c'est l'ombre de Washington qui n'y a pas plané du tout. Mais pas du tout, c'est vraiment remarquable, Barbara, parce que non seulement les Américains n'étaient pas du tout impliqués dans l'organisation de la rencontre, mais ils n'ont pas été tenus au courant, et ce à aucun moment, ni avant la rencontre, ni même après. Et ils l'ont appris par la presse. C'est un petit peu curieux. Vous savez que John Kerry entame une mini-tournée proche-orientale, il va passer par le Caire et il va se rendre au Qatar. Pas d'étape prévue à Jérusalem, ni même à Ramallah. C'est dire que les Américains se désintéressent un petit peu du dossier. On sait que pour eux, la priorité, c'était l'accord sur le nucléaire iranien. Maintenant, peut-être qu'il y a un peu plus de temps pour s'occuper du dossier israélo-palestinien, mais ça ne semble pas être le cas. Les relations entre Jérusalem et Washington ne sont pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors un dossier qui va peut-être être récupéré par les Européens, la France en tête. François Hollande a fait des déclarations remarquées hier à l'Elysée à des journalistes étrangers. Oui, on va peut-être voir s'afficher à l'écran d'ailleurs l'essentiel des déclarations du président français. Elles vont arriver. Voilà, elles vont arriver. Concernant le processus de paix, le président français François Hollande a déclaré que les Américains allaient faire probablement usage de leurs droits. Le nucléaire iranien, on va y revenir. Le moins mauvais des accords possibles selon Hollande, l'Iran sera étroitement contrôlé. En cas de violation de l'accord, elle devra faire face à une véritable coalition internationale. Sur le processus de paix, voilà, si les négociations restent bloquées, une conférence de paix internationale deviendra nécessaire. La résolution française au Conseil de sécurité, il n'en est pas question pour le moment, car d'après François Hollande, les Américains vont probablement faire usage de leur droit de veto. Et puis sur le boycott d'Israël, personne n'a intérêt à porter atteinte à l'économie d'Israël. Donc un rejet du boycott, ça c'est pas nouveau. Merci beaucoup, Edgar. À suivre cette question qui nous taraude tous à un moment ou un autre. Pourquoi cette chanson nous reste-t-elle dans la tête? Une étude scientifique vient d'y répondre. Ce sera après un nouveau journal avec Julien Baloul. On est retour sur le plateau du Morning. On poursuit par ce vaste coup de filet en France pour la police. Un record depuis 2011. Elle a mis la main sur près de 6 tonnes de résine de cannabis destinée à la région marseillaise. Océane Nicole. Une saisie record. 6 tonnes de cannabis ont été interceptées par la police à Marseille. Un coup de filet qui a permis l'interpellation de 3 hommes soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de drogue alimentant la région. Au terme d'une enquête ciblée,
Les enquêteurs procèdent à la perquisition de la villa où transite la drogue. Ils y retrouvent 5,8 tonnes de résine de cannabis, ce qui ne représenterait pas moins de 15 millions d'euros à la revente. Aujourd'hui, en visite dans le Var, François Hollande et Bernard Cazeneuve se sont rendus sur place. Ce sont des trafiquants qui, pour ceux qui ont été arrêtés, sont domiciliés dans la région parisienne, mais visiblement avaient des complicités ici, parce qu'il y avait donc un domicile qui avait été choisi justement pour accueillir cette drogue et pour la distribuer. Donc ce sont maintenant les complices qu'il nous faut rechercher, trouver et faire condamner. Merci. Les enquêteurs ont travaillé avec les services marocains et espagnols. La drogue provenait du Maroc avant de transiter en Espagne. Elle commençait à être distribuée à partir de Marseille, dans la région de la cité phocéenne, mais aussi vers la région parisienne et l'international. La dernière saisie de cette envergure en France remonte à 2011, où la police avait retrouvé un peu plus de 7 tonnes de cannabis dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on continue de parler de drogue, mais qui se mêle cette fois une affaire de sexe et de politique. Ça se passe en Grande-Bretagne. Le vice-président de la Chambre des Lords s'est retrouvé en première page du Sun, sniffant de la drogue en compagnie de prostituées. Il faisait même partie d'une commission édictant les règles de bonne conduite parlementaire, Rudy. C'est shocking. Oui, c'est shocking. Alors, si vous ne le connaissez pas, le baron Lord John Stewell, il a 69 ans. Laissez-moi vous le présenter. C'est une figure de la politique écossaise. Il fut l'ancien ministre du Travail de Tony Blair. Il occupe désormais, donc, vous l'avez dit, le poste de vice-président de la Chambre des Lords, avec une Chambre des Lords dans laquelle il a collaboré à l'élaboration d'un vrai code de conduite des Lords, hein, avec je cite, hein, dans ce code de conduite, il est stipulé que les lords doivent agir avec altruisme, intégrité, sens des responsabilités, transparence et honnêteté. Maintenant que le décor est planté, je vous laisse profiter donc de la une de ce dimanche du Sun, enfin l'une des deux unes, sur laquelle on voit donc ce même Lord Stewell sniffant donc de la cocaïne sur la poitrine d'une des deux prostituées qui l'accompagnaient, le tout évidemment dans son appartement de fonction. Et comme si les images ne suffisaient pas, voici la vidéo. Attention les oreilles. There we are. Coca-Cola, yeah. Coca-Cola. Forget the cola. Just the Cola. Get the Ola. So you want to get some Coke? That's incredible. I know it sounds incredible. I know. 200 a day. So what? How? That is. If my work gives me 200 a day to buy lunch. It's not lunch, lovey darling. It's paying for this. We could do with some nice little young Asian lady, I would have thought tonight, but never mind. Sort of look innocent, but you know they're whores. What animal you are? It's disgusting. Voilà, vice-président de la Chambre des Lords pour cette conduite très éthique. Bon, cette vidéo a immédiatement fait scandale, évidemment. Évidemment, les propos accablent, hein, celui que désormais la presse britannique appelle Lord Coke. Alors, vous avez bien entendu, hein, Lord Stewell déjà se plaint du misérable salaire qui lui est versé à la Chambre des Lords, soit seulement 170 000 euros par mois. Alors, de plus, toute la classe politique britannique est servie, hein, dans cette vidéo. On a vu un extrait. Il traite ses 779 collègues de la Chambre des Lords de voleurs. David Cameron, lui, est qualifié de plus facile et plus superficiel Premier ministre qu'il ait jamais eu, et Tony Blair, dont il a été ministre, dit qu'il s'est planté sur la guerre en Irak parce qu'il était en quelque sorte tombé amoureux de George W. Bush. Donc tout un programme accablant donc, et évidemment obligation de se faire petit, donc devant le choking général. Lord Stewell n'a pas réagi officiellement, il a tout simplement pour l'instant démissionné de son poste de vice-président de la Chambre des Lords, mais pas encore de son poste de député. Ça serait peut-être la moindre des choses. Un mot peut-être sur la méthode du Sun. Ces images ont été filmées comment? Par qui? Par l'une des deux prostituées. Donc on suppose que le Sun ait été très généreux avec l'une des deux femmes pour pouvoir poser cette petite caméra et pour pouvoir voir ces images. Voilà, une méthode dont ce tabloïd a l'habitude en Grande-Bretagne. Merci beaucoup, Rudy.
En Finlande, à présent, c'est beaucoup plus sérieux. C'est une mesure qui va faire du bruit. En Finlande, travailler pourrait donc devenir un choix. Après des années d'austérité, pour lutter contre la pauvreté, le nouveau gouvernement pourrait proposer un salaire universel. Une idée qui semble révolutionnaire, mais qui n'est pas nouvelle. Explication signée Sola Lazarwal. Un revenu universel en Finlande, montant 1 000 € par mois et par personne. Contre le chômage et la pauvreté, le Premier ministre finlandais veut expérimenter la théorie du salaire minimum commun. Après 3 années d'austérité, la Finlande a un PIB par habitant bien supérieur à celui de l'Allemagne et de la France. Mais dans ce pays de 5,5 millions d'habitants, le taux de chômage est de 10% et ne baisse pas. Solution du Premier ministre, une allocation de base pour tous les citoyens finlandais. Taxé de lubie utopiste par ses détracteurs, ce revenu universel remplacerait toutes les aides sociales en vigueur, notamment la pension retraite, mais aussi les aides aux études, au logement, au chômage. La fin du monde du travail, selon certains opposants. Révolution culturelle, il s'agirait bien d'un nouveau rapport au travail. Désormais, libre à chacun de travailler ou pas. À l'heure où le travail se fait rare et précaire, le revenu de base est un outil pour permettre à chacun de mieux arbitrer ses choix de vie. Travailler serait donc un choix, plus une obligation. La motivation du Finlandais, augmenter ce revenu universel. Le revenu universel serait une façon de transférer la responsabilité sur le citoyen. En offrant un revenu minimum, on doit se débrouiller avec et spontanément, il y aura une recherche de travail pour sortir de la précarité. Éradiquer le chômage et la pauvreté séduit. 79% de la population et 69% des députés sont favorables à cette réforme majeure. En Europe, la Suisse organise un référendum l'an prochain sur l'établissement de ce revenu universel. En France, Dominique de Villepin et Arnaud Montebourg ont abordé la question. Dror, cette idée d'un revenu universel de base pour tous les citoyens d'un pays, est-ce que c'est réaliste ? En tout cas, c'est ce que semblent considérer plusieurs prix Nobel d'économie qui se sont prononcés en faveur de cette idée qui paraît un peu folle. Vous savez, il s'agit de supprimer toutes les prestations sociales en quelque sorte. Toutes les autres allocations finalement. Voilà, exactement. Donc ça peut être adopté par des libéraux en matière économique, par des gens de droite, comme par exemple Dominique de Villepin en France. Eux considèrent que ça responsabilise le citoyen et qui, quel que soit son âge, son statut social, sa profession ou son éventuel manque de profession, son statut de demandeur d'emploi, recevra donc ce revenu universel, ce revenu de base, puis après il en fait ce qu'il veut, il en est lui-même responsable. Donc ça peut faire écho pour certains politiciens, pour certains économistes qui sont plutôt classés à droite. Et pour de l'autre côté également, de la barrière idéologique, pour des gens comme Arnaud Montebourg en France, le socialiste, eh bien, l'aspect généreux de cette prestation sociale universelle peut également trouver grâce. Donc ça va au-delà du clivage gauche-droite. C'est considéré comme tout à fait réaliste par tout un ensemble d'économistes de premier plan. Et puis il y a eu déjà des expériences concrètes en Alaska et également dans certaines régions du Canada qui se sont avérées plutôt concluantes. Voilà, en Finlande, on parlerait de ce revenu universel autour des 1 000 €. Merci beaucoup, Dror. Et en économie, toujours, on l'a dit, la Finlande veut innover. La Grèce, elle, continue d'essayer de se sortir de la crise après un an d'absence. La Troïka est revenue à Athènes. Plusieurs équipes sont arrivées pour des discussions qui vont se poursuivre tout au long de la semaine. Regardez. Ils se sont remis au travail, les créanciers de la Grèce. La Troïka est donc revenue à Athènes après un an d'absence. Et ce qui paraissait il y a quelques semaines encore impensable se produit aujourd'hui. Les représentants de la Troïka discutent avec les autorités grecques d'un nouveau prêt. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la Commission européenne. Et depuis Bruxelles, ces premiers mots donnent le ton. Les équipes des institutions sont désormais sur le terrain à Athènes et le travail commence immédiatement, au moment où nous nous parlons, pour ainsi dire. Immédiatement au travail, les technocrates de l'Union européenne, de la BCE et du FMI. Ils précèdent de quelques jours leur chef de mission pour commencer à mettre en place le fameux prêt. Alors, quelle est la nature de ce nouveau prêt ? 82 milliards d'euros sur 3 ans. Athènes comme Bruxelles fait savoir que cette négociation doit aboutir à la mi-août. Une négociation que beaucoup voient comme une victoire de l'Allemagne, une victoire de la Troïka aussi, qui revient à Athènes sur fond de scandale. L'ex-ministre des Finances, Yanis Varoufakis, dénonce une cabale des médias de son pays. Les médias grecs l'accusent d'avoir fomenté un incroyable plan B en cas de Grexit.
Il aurait envisagé de pirater ses propres serveurs, et ce pour créer un système bancaire parallèle. Certains avancent qu'il aurait même reçu le feu vert de principe d'Alexis Tsipras avant l'élection de Syriza. Un scandale qui vient appuyer le délitement annoncé d'un pays exsangue. Un scandale de trop pour la rue grecque. Je pense que ces choses que nous avons à vivre sont tout simplement fausses. J'ai 52 ans et je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de vivre. C'est terrible, horrible. Ce pays a été détruit. Une destruction depuis longtemps dénoncée par M. Varoufakis en cas d'acceptation des conditions dictées par l'Europe. Aujourd'hui, deux Grèces se font face dans un moment compliqué de son histoire, celle d'Alexis Tsipras, qui, le cœur lourd, retourne à la table de négociation avec ses créanciers, et la Grèce de Yanis Varoufakis, celle qui, au soir du référendum, disait non à l'Europe. On se penche à présent sur un souci du quotidien si agaçant parfois. Il s'agit de ces chansons qui nous restent dans la tête. Et oui, pourquoi s'accrochent-elles à nous? Certaines personnes représentent-elles des proies plus faciles? Certaines chansons sont-elles plus dangereuses que d'autres? Explication, Betsabé. Alors le problème majeur, il n'y a que trop d'occasions de laisser ces notes s'accrocher à notre cerveau. Pour en être moi-même victime dans la salle de rédaction, eh bien la sonnerie du portable de votre collègue aux notes de Magnum, par exemple. J'ai bien sûr pris le soin de demander à la régie de la laisser un petit peu tourner, comme ça vous rentrera tranquillement dans le cerveau. Et puis il y a aussi la chanson qui est passée à la radio ce matin. Voilà, chanson qui porte bien son nom, Can't Get You Out of My Head, on ne peut pas t'enlever de ma tête, signé Kylie Minogue. Et puis il y a aussi ces quelques notes entendues au coin d'un rayon de supermarché qui vont elles aussi s'agripper à vous. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Voilà, on ne saurait que choisir. Tout ça, ça n'était rien comparé aux parents, vous allez me comprendre, aux dessins animés. Jana et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jana et Serge, amour dès le premier regard. Jana et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jana et Serge, amour dès le premier. Et le soir, vous vous surprenez à siffloter encore le même refrain. Vous choisirez ce qui vous aura plu le plus. Pas forcément le plus tendance, on l'aura compris, au grand bonheur de votre coloc, de votre mari, de votre compagnon ou de vos enfants, qui eux-mêmes, le lendemain matin, au petit-déj, reprendront les mêmes notes, ce qui vous aidera à prendre le relais le lendemain. Mais vous n'êtes pas seul. Ce phénomène concerne 90% d'entre nous, au moins une fois par semaine. Et bien sûr, plus vous écoutez de la musique, plus vous avez de la chance d'être pris au piège. Alors, comment est-ce qu'on explique scientifiquement ce phénomène des chansons dans la tête? Alors, vous avez une étude qui est parue il y a quelques années dans Consciousness and Cognition, un journal donc spécialisé, explique d'où vient cette manifestation. En conclusion, veuillez par avance accepter mes excuses, mais il est possible qu'en fait vous aimiez cette chanson. Dans ce cas-là, elle s'accroche plus. Si vraiment vous ne l'aimez pas, alors elle s'est peut-être agrippée à vous parce que vous l'avez beaucoup entendue. Le dessin animé, par exemple, vous avez la lambada en fond, pour ceux qui s'ennuient. Ensuite, il y aurait un lien entre ces musiques obsédantes et la location de votre matière grise. Plus elle se trouve dans le lobe temporal droit, qui correspond au langage aux émotions, plus vous êtes mal barré. Et puis, autre paramètre, votre concentration lors de la diffusion de la dite musique. Plus vous êtes absorbé par quelque chose de précis, plus vous avez de chances d'être victime de ces notes obsédantes. Bref, plus vous avez
écoutez, moi, vous avez de la chance de chantonner la lambada jusqu'à ce soir. Vous m'avez saccagé ma journée, Betsabé, je vous ne remercie pas. À suivre, le cannabis médical, bientôt vendu en pharmacie. C'est le ministre israélien de la Santé qui l'a annoncé. On en parle après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Julien Baloul. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le cannabis médical bientôt vendu en pharmacie. C'est le ministre israélien de la Santé qui l'a annoncé. Et en Israël, c'est une véritable révolution qui s'est opérée ces dernières années. En 10 ans, le nombre de patients traités au cannabis est passé de 200 à 14 000. Un record mondial. Le spectre des maladies soignées ne cesse lui aussi de s'élargir. Ethan Haddock. Misha est conduit à la pharmacie de Tikkun Olam à Tel Aviv, la seule autorisée en Israël, à part les hôpitaux, à délivrer du cannabis. Au total, 450 kilos sont fournis chaque mois aux 14 000 patients du pays. Misha ressort avec 20 grammes pour un mois. Cannabis, souvent interdite, parfois tolérée, jamais autorisée. La plante considérée comme une drogue dangereuse suscite la polémique. Pourtant, ces dernières années, elle démontre des propriétés thérapeutiques. Le cannabis peut-il être consommé à des fins médicales? En Israël, chercheurs et médecins pionniers, thérapeutes et patients engagés ont conduit ces dernières années à une révolution. En 10 ans, le nombre de patients traités au cannabis est passé de 200 à 14 000, un record dans le monde. Douleurs, cancers, maladies inflammatoires ou encore neurologiques. Le spectre des pathologies traitées par la plante ne cesse de s'élargir. Serre de culture, espèces spécifiques, pharmacie spécialisée, traitements adaptés, Israël a mis en place une politique institutionnalisée afin de répondre à la demande grandissante, même si cette réponse est encore considérée insuffisante par nombre de patients. Dans son laboratoire de l'Université de Jérusalem, le professeur Raphaël Meshulam continue à l'âge de 81 ans d'étudier la plante sans relâche. Sommité mondiale, il est le premier à avoir isolé et synthétisé le THC, l'un des principes actifs de la plante dès 1964. Dans son laboratoire de pointe, chaque principe actif de la plante est extrait et ses propriétés médicales étudiées. Alors, de telles propriétés thérapeutiques justifient-elles une législation ? Il faut continuer la recherche sur le cannabis médical afin d'arriver à des médicaments dans de nombreux domaines. Le cannabis médical est un produit très positif et il faut l'autoriser. En Israël, nous sommes très libéraux. Il y a environ 14 000 personnes qui ont reçu l'autorisation d'utiliser le cannabis. Ça dépend quelle sorte de cannabis. Pour des maladies définies, pas toutes les maladies, les douleurs du cancer, les effets de traitement du cancer, des maladies gastro-intestinales, ce genre de choses. La plante s'avère être aussi efficace dans le traitement de maladies neurologiques, là où les médicaments traditionnels ont vite atteint leurs limites. Tom Kirsch, du Kibbutz Gat, est atteint du syndrome de la Tourette depuis l'âge de 6 ans. Le cannabis a changé sa vie. Voilà à quoi ça ressemble lorsque je suis sans traitement non équilibré. Et encore, là, c'est relativement acceptable. Ces dernières années, le cannabis s'avère également salutaire pour des cas extrêmes d'épilepsie ou de Parkinson, avec des résultats spectaculaires, bousculant les certitudes de la médecine traditionnelle. Et les tiques ont disparu? Oui, maintenant les tiques... Tu peux voir maintenant, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme par magie. Un effet qui ne dure que quelques heures. Si le cannabis ne guérit pas la maladie, il la rend supportable.
Alors, cette annonce du ministre de la Santé israélien a fait l'effet d'une bombe dans le pays. On le rappelle, il a annoncé hier que le cannabis médical pourrait bientôt être vendu tout simplement en pharmacie. Oui, c'était hier à la Knesset, au cours d'une réunion de la commission parlementaire chargée justement du suivi des affaires de drogue. Alors, évidemment, ça peut prêter à sourire, d'autant plus que le ministre ou vice-ministre de la Santé, M. Yaakov Litzman, est membre du parti ultra-orthodoxe Yahadut HaTorah. Alors, vous imaginez toutes les plaisanteries, pas plus tard qu'aujourd'hui dans la presse, dans le Maariv, on voyait une caricature de M. Litzman en rasta, avec la coiffure des rastas, et en train de se demander mais quelle prière convient à la consommation de cannabis, parce que vous savez que les juifs orthodoxes prononcent une petite prière avant de manger ou de boire, et donc voilà. Mais c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que, comme ce reportage l'a très bien montré, pour de très nombreuses personnes, il y a une augmentation exponentielle du nombre de patients traités au cannabis. Eh bien, c'est véritablement pas un produit miracle, mais en tout cas un produit qui aide à surmonter certaines douleurs, notamment provoquées par des maladies graves. Et jusqu'à maintenant, la procédure pour ces patients était très longue, très complexe, justement du fait de l'augmentation des patients traités au cannabis médical. C'était un véritable parcours du combattant en fait pour obtenir la dose requise. Ouais. Voilà, la prescription, avec une bureaucratie absolument décourageante. Là, tout simplement, et le nombre de médecins qui sera habilité à donner des ordonnances pour la consommation de cannabis va augmenter. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour ces patients d'obtenir toute la procédure simplifiée. Pourquoi Israël est si novateur en la matière? Écoutez, il y a en Israël déjà un lobby de patients très actif et très bien organisé qui a fait un excellent travail auprès des parlementaires. Il y a aussi un lobby pour la légalisation pure et dure de la consommation de ce genre de drogue douce. Puis Israël est à l'écoute du monde occidental. On sait que dans le monde occidental, ça se fait de plus en plus, la légalisation non seulement du cannabis médical, mais aussi du cannabis pour d'autres raisons, pour des consommations qui ne sont pas forcément à but médical. Il y a une libéralisation qui touche quasiment tous les pays occidentaux dans ce domaine. Et Israël suit la marche. Merci beaucoup, Dror. Cette histoire à présent qui secoue Israël depuis plusieurs jours. Elle concerne elle aussi le traitement médical. Un adolescent âgé de 16 ans est atteint d'une leucémie fulgurante et il y a quelques jours, il s'est enfui de l'hôpital. Il refusait jusqu'ici la chimiothérapie en demandant de mourir en toute dignité. Maël Benoliel. Cher peuple d'Israël, j'appelle tous ceux qui le peuvent à venir manifester devant l'entrée de l'hôpital Rambam à Haïfa contre le traitement forcé qu'ils veulent me faire subir. Même si je dois mourir, laissez-moi mourir avec dignité. C'est tout ce que je demande. C'est depuis sa chambre d'hôpital que ce jeune garçon atteint d'un cancer appelle les citoyens israéliens à venir manifester contre le traitement de chimiothérapie que les médecins voudraient lui imposer de force. Ces traitements ne vont pas m'aider, ils ne vont qu'aggraver ma situation. Il n'y a que la prière qui peut m'aider. Je préfère rester à la maison plutôt que d'être à l'hôpital. Il y a quelques jours, ce jeune, issu d'une famille orthodoxe de Tibériade, s'est enfui de sa chambre d'hôpital. Prévenu par ce dernier, le tribunal a ordonné aux parents de l'y ramener. Selon l'avis des médecins, sans traitement, les chances de survie de l'adolescent sont nulles. À l'hôpital, je suis enfermé, je me sens seul. Je ne suis pas bien. Je veux qu'on me laisse tranquille. Un appel de détresse de la part de cet adolescent qui souffre d'une leucémie aiguë depuis l'âge de 11 ans. Après plusieurs traitements et 2 rémissions, la maladie est revenue il y a 1 an. Un cancer rare qui nécessite une nouvelle chimiothérapie, mais cette fois-ci, le jeune homme refuse de suivre le traitement. La raison, les souffrances terribles que provoque celui-ci. Ses parents soutiennent sa décision même s'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le ramener à l'hôpital. Les parents souhaitent qu'il suive le traitement. Quel parent ne voudrait pas que son enfant soit en bonne santé? Ceci étant dit, c'est un adolescent qui est très mature, qui a sa propre volonté, ses propres opinions et nous pensons que traiter sa maladie de force, menotté à son lit d'hôpital, ne lui apportera rien de bon. De son côté, l'hôpital a souhaité réagir. Pour ce dernier, pas question de forcer le patient à suivre le traitement.
Le garçon est hospitalisé selon l'ordonnance de la Cour. Il refuse le traitement, il reste donc dans sa chambre. Les médecins n'ont pas l'intention de le traiter de force. La raison, les traitements nécessaires pour sa guérison sont longs et nécessitent la coopération du patient et son engagement total à respecter le protocole minutieux du traitement. Sans coopération, aucun traitement ne sera efficace. Mais ce patient n'a qu'un souhait, quitter sa chambre d'hôpital au plus vite et rentrer chez lui à Tibériade et profiter de chaque seconde. Voilà, et tard, hier soir, dans la soirée, ce jeune adolescent a accepté de regagner l'hôpital et de subir ses traitements chimiothérapeutiques. Cyril, que dit la loi israélienne sur l'acharnement thérapeutique? L'année dernière, un député centriste, Ofer Shelah, a déposé un projet de loi qui n'a toujours pas été approuvé par la Knesset, le Parlement israélien, et qui permettrait aux médecins bien de prescrire un traitement létal à un malade en phase terminale à qui il ne resterait plus que 6 mois à vivre. Il s'appliquerait aux patients de plus de 15 ans qui seraient atteints donc d'une maladie incurable et qui manifesteraient le soin d'abréger leur souffrance. Sauf que le cas de ce jeune adolescent là ne s'inscrit pas précisément dans les critères prévus par le texte, puisque les médecins, on l'a vu dans le reportage, lui donnent 40% de chances de s'en sortir, grâce notamment à la chimiothérapie. La maladie dans le cas de cet adolescent n'est donc pas incurable à proprement parler. On n'est pas dans un cas proprement dit d'acharnement thérapeutique, mais dans le cas d'un protocole de traitement normal de la leucémie aiguë dont est atteint cet adolescent. Alors on l'a vu dans le reportage, cet adolescent est ultra orthodoxe. Est-ce que ça joue dans cette affaire? Oui, très certainement, parce qu'on l'a vu également dans le reportage, le jeune adolescent en appelle à la volonté divine, à la grâce divine. Seul Dieu, seules les prières peuvent m'aider, dit-il dans le reportage. Or, le judaïsme, on le sait, interdit formellement de hâter la mort. Ce ne sont ni les médecins ni les parents du jeune adolescent qui ont donc convaincu de retourner à l'hôpital, mais un rabbin, le rabbin Yitzhak David Gordman, qui a servi de médiateur dans cette affaire avec l'hôpital et qui a donc finalement convaincu le jeune adolescent de retrouver sa chambre d'hôpital, parce qu'il faut rappeler que le judaïsme tient quand même pour précepte le fait de consulter un médecin. Le médecin a toute son utilité dans le judaïsme. C'est évidemment Dieu qui est maître de la vie et de la mort dans le judaïsme, mais le médecin a toute son importance. L'activité médicale est une activité très méritoire dans le judaïsme. Rappelez-vous de Maïmonide, au Moyen-Âge, qui était un des plus grands exégètes du judaïsme et qui était également un très très grand médecin. Merci beaucoup Cyril, on va en parler de cette affaire compliquée et complexe avec vous. Jacques Ovadia, vous êtes psychologue pour enfants. Qu'est-ce qui a poussé cet adolescent, d'après vous, à refuser un traitement qui peut le sauver? On l'a dit, 40% de chance de guérison. Oui, bonjour Barbara. Bien sûr, ce que je vais dire n'est pas lié directement à cet adolescent, parce que je n'ai pas eu ni le dossier ni la possibilité d'être en lien direct avec lui. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il a été plongé dans un dilemme extrême entre la volonté, d'une part, de vivre les derniers moments de sa vie, et puis d'autre part, est-ce que quelque part, un sentiment de grande détresse, et au-delà de la détresse, un sentiment d'être un poids pour la société, d'être un poids pour l'entourage, peut-être également de ne plus se sentir appartenant à cette société dans laquelle il vivait, et peut-être aussi également avoir le sentiment que, après toutes ces années où il a été préoccupé par la mort, que la mort était peut-être aussi, ou la fin de la vie auprès de sa famille était peut-être aussi une solution à toutes ces souffrances. Et il me semble aussi que, d'après ce que j'entends, c'est que dans cette affaire, c'est qu'il y avait aussi un grand espoir que, d'une part, les médecins puissent lui donner un espoir de vivre, un grand espoir vis-à-vis de cet espoir que Dieu pourrait le sauver, et comme on sait que dans et une grande angoisse que ça ne puisse pas se réaliser. Donc c'était un véritable dilemme, et il vit toujours ce dilemme-là aujourd'hui, entre d'une part être inquiet de ce qui va se passer et des souffrances qu'il va pouvoir endurer, que toute la famille va endurer, et d'autre part avoir un espoir enfoui que quelqu'un ou quelque chose pourrait le sauver. Et c'est ce que je pense qu'il est en train de vivre, et ce que peut-être il a vécu pendant ces années et ces derniers mois, ces derniers instants. Merci beaucoup Jacques Ovadia pour ces explications. En Pologne, le gouvernement a décidé de classer comme monument national une cache ayant permis à des juifs polonais d'échapper aux nazis pendant la guerre. Une cache dans une maison dont les propriétaires non juifs n'ont jamais révélé l'existence et l'ont payée de leur propre vie. Solal Azerwal. Ce lieu fait désormais partie du patrimoine national polonais.
Lueur d'humanité en temps sombre, c'est dans cette petite ferme qu'une famille polonaise a abrité des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils furent nombreux, fuyant les persécutions, à se réfugier sous le sol de cette cuisine. En soulevant quelques morceaux de bois, on accède à la cachette de fortune, une petite cave érigée au rang de monument national. This site gives us a hope in humanity. Cet endroit redonne de l'espoir en l'humanité. Il montre ce que l'homme est capable d'accomplir. C'est pour cette raison qu'il est si important. Nous sommes honorés que le département polonais du patrimoine reconnaisse ce lieu comme patrimoine historique. Ainsi, cet endroit restera un symbole à jamais. C'est ce genre de symbole qui importe vraiment. Pour permettre aux descendants de la famille Skozulas de clore enfin ce chapitre, nous recherchons les gens qui ont été cachés ici. Préférant mourir plutôt que dévoiler la cachette, cette famille polonaise fut exécutée en 1942. Dénoncés par des voisins, ces résistants furent condamnés à mort. Leur crime, avoir caché des Juifs. Cet endroit n'est pas important que pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Qui aurait pu croire qu'une personne puisse risquer et donner sa propre vie pour sauver celle d'un autre? La famille Skozilas savait parfaitement dans quoi elle s'impliquait, connaissait les risques, et pourtant ils l'ont fait. Personnellement, je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas risquer ma vie et celle de ma famille pour essayer de sauver quelqu'un d'autre, même un voisin ou un ami. Cet acte d'héroïsme n'est pas un acte isolé, mais une véritable décision familiale, raconte le petit-fils de cette famille polonaise. Toute ma famille a été punie pour avoir aidé des Juifs, mais ma famille savait ce qu'elle risquait. L'armée allemande avait prévenu les gens dans une déclaration. Malgré la terreur nazie, certaines familles ont résisté au péril de leur propre vie. Après la guerre, le mémorial Yad Vashem s'est chargé de leur remettre le titre de juste parmi les nations. Parmi ces résistants, les Polonais sont les plus représentés au monde. Allez, on va se quitter pour un nouveau journal complet. Juste après, c'est les vacances, même en politique. Alors, quelle destination ont choisi les ministres français et que liront-ils sur les plages cet été? Des choix importants en termes de communication politique. Le moindre faux pas leur sera reproché. Ce sera juste après un nouveau journal avec Julien Baloul. Parler à présent des vacances normales pour un 28 juillet. Rudy, mais pas n'importe quelles vacances. Les ministres commencent les leurs ce week-end. Et oui, vendredi matin, les ministres auront sûrement la tête ailleurs. Lors du dernier conseil des ministres, ils seront ensuite en vacances pour 3 semaines. 3 semaines, c'est la plus longue période donnée par François Hollande depuis le début de son quinquennat. Mais attention, depuis l'époque de la canicule, on va y revenir dans un instant, la consigne est donnée aux membres du gouvernement de ne pas s'éloigner de Paris plus de 2 heures. Il faut être à peu près 2 heures de son ministère. Alors, l'expérience l'a prouvé, réagir en petit polo de son lieu de vacances à un événement important peut être un couac politique majeur. 2 exemples. 1999, alors que l'Erika déverse son pétrole sur les côtes et dans les eaux des côtes françaises, la ministre de l'écologie de l'époque, Dominique Voynet, est-elle en voyage à La Réunion et déclare même qu'elle n'aurait servi à rien en ciré jaune sur place. Mais l'exemple évidemment le plus célèbre, c'est le pauvre Jean-François Mattei, ministre de la Santé, qui en 2013, alors que la canicule fait des ravages, intervient dans le journal de 20h de son lieu de vacances, mais sans réellement prendre conscience de ce qui se passe, un événement qui a ruiné sa carrière. Ouais. Alors on l'a compris, il faut être prudent en vacances, prêt à réagir à tout moment. Il y a un message politique également dans le choix de sa destination de vacances. Oui, parce que la politique ne s'arrête jamais vraiment. Derrière chaque destination de vacances, eh bien, il y a un message. Alors sans surprise, tous les membres du gouvernement jouent la carte tricolore en guise de patriotisme touristique. Alors regardez la carte de France des vacanciers. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, se reposera dans le Nord-Pas-de-Calais. Michel Sapin, ministre des Finances, à l'Île-Dieu. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, sera dans les Landes. Le Premier ministre, lui, s'envolera vers la Provence dès vendredi soir avec quand même quelques déplacements d'ici le 19 août. Quant au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, certaines sources disent qu'il restera à Paris, vu les menaces
menaces qui pèsent actuellement sur le pays, mais il pourrait quand même se reposer quelques jours dans le Var. Quant au président Hollande, il sera lui en vacances le 5 août après une visite en Égypte. On ne sait pas s'il ira comme en 2012 au fort de Brégançon, c'était pas forcément réussi. Les observateurs optent pour plus discret, la fameuse résidence de la Lanterne qui fut celle du Premier ministre mais qui a été confisquée par Nicolas Sarkozy pour la présidence. Eh bien, à ce qui paraît, c'est très calme, l'eau de la piscine est très bonne, donc ça serait un très beau lieu, pas très loin de Paris non plus. Voilà, pour François Hollande. Est-ce qu'à droite... Il y a aussi ceux qui restent. Parce qu'ils ne vont pas tous partir. Il y en a qui se privent tout simplement de vacances. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, il n'a rien de prévu, mais il pourrait décider à la dernière minute. Ministre de la Culture, Fleur Pellerin, dit avoir trop de boulot cet été. Elle ne part pas, elle fera juste le tour des festivals à travers la France. Et évidemment, Marisol Touraine, on parlait de Jean-François Mattei, et bien évidemment, en période de canicule, elle restera sur le qui-vive. Quant à la droite, Sarkozy ira dans sa résidence, la résidence de son épouse, au Cap-Nègre, puis encore François Fillon dans la Sarthe, Bruno Le Maire au Pays Basque, et il y en a un qui va jouer le patriotisme économique mais européen, et bien c'est Alain Juppé qui ira en Grèce. Ah oui, c'est significatif aussi, symboliquement. Pour les présidents de tout temps, les choix de résidence-vacances en dit long sur la manière dont ils abordent leurs fonctions. Oui, on connaît les très célèbres résidences, par exemple, de Camp David. Et dans un très bon diaporama, le magazine Vanity Fair s'est intéressé justement aux lieux de vacances des grands dirigeants et surtout ce que cela dit de leur manière de gouverner et de la manière dont leur fonction est vécue. Deux exemples opposés, celui d'Angela Merkel et celui de Silvio Berlusconi, donc deux styles complètement différents. Alors la chancelière, elle, ne possède tout simplement pas de résidence officielle d'été, ça n'existe pas en Allemagne pour le poste de chancelier, alors la fonction ne prévoit pas ça. Résultat, direction sa petite maison de campagne, très difficilement accessible, c'est à Uckermark, à une centaine de kilomètres de Berlin. Alors au programme, randonnée en été et ski en hiver, c'est très merkelien comme programme. Évidemment, côté Silvio, c'est un petit peu différent. Direction la Sardaigne et la Villa Certosa, c'est une espèce de Disneyland pour chef d'État. Alors, il y a 3 bâtiments de 1600 mètres carrés pour l'un des bâtiments, celui où habite Berlusconi. Et il y a rien de moins qu'un volcan et un amphithéâtre romain pour pouvoir se balader. C'est une résidence privée qui n'est pas la résidence du président du Conseil, mais qui est un lieu connu de tous les grands de ce monde qui ont, à un moment ou à un autre, eu le droit au volcan et au Disneyland pour dirigeants. Voilà, l'importance du choix, même en vacances, des politiques. Merci beaucoup, Rudy. Allez, on va écouter un peu de musique à présent. C'était l'événement Bling Bling de l'industrie musicale, celle qui se vend. Les MTV Africa Music Awards, les MAMA, pour ceux qui connaissent, ont eu lieu ce week-end en Afrique du Sud. Daniel Campos et David Combin. C'est une foulée de stars de la musique africaine qui se sont donné rendez-vous à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud pour la 5e édition des MTV Africa Music Awards. Une belle manière de célébrer la musique africaine et surtout la culture des jeunes Africains. Cette année, la cérémonie s'est déroulée le 18 juillet, le jour même de l'anniversaire de Nelson Mandela. Alors bien sûr, l'héritage du Madiba est sur toutes les lèvres. Mandela a toujours prôné l'humilité dans ses discours. Il a toujours dit que ce pays ne devrait plus jamais faire l'expérience dégoûtante de la discrimination. Il ne nous reste plus qu'à se souvenir de ses enseignements d'amour du prochain et de l'unité de l'Afrique. L'héritage de Mandela est également une source d'inspiration pour le comédien afro-américain Anthony Anderson, présent aux festivités. Être dans ce pays et rendre hommage à un tel homme, un grand humaniste, et faire partie de tout cela, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est aussi pour cela que je suis venu. Voici la grande gagnante de la soirée, la flamboyante star nigérienne Yemi Alade, qui a remporté le trophée de la meilleure chanteuse. Quant au prix du meilleur chanteur, il a été attribué à un autre Nigérien, Davido. L'année dernière aussi, j'ai été nominé à 4 reprises et j'ai remporté 2 prix. Donc on verra bien ce qui va se passer cette année. Dans la catégorie meilleur album hip-hop, le titre est décerné au Sud-Africain Casper Newest. Quant à D'banj, il s'est vu attribuer le Mama Evolution Award, une nouvelle catégorie dédiée à la musique africaine du monde entier, repoussant les frontières de la créativité tout en façonnant un nouveau paysage de la musique contemporaine en Afrique.
Cet événement, organisé par la Viacom International Media Network Africa, témoigne de la créativité débordante et de la passion pour la musique que l'on retrouve à travers tout le continent. Cette année, la majorité des prix ont été raflés par des artistes nigériens. Mais c'est en fait tout un continent qui a été déclaré vainqueur. On parle de cinéma, vous le savez, hein, depuis longtemps déjà, les bandes dessinées et les super-héros ont déjà tous presque un futur tout tracé au cinéma. Et voilà que c'est au tour des héros de notre enfance de débarquer sur grand écran. Laetitia, on démarre par Le Petit Prince. Tout à fait, le 29 juillet, on le retrouvera en salle dans un film d'animation qui a été réalisé par Mark Osborne, qui est le petit génie derrière Kung Fu Panda. C'est d'après évidemment le chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors dans ce long métrage, le réalisateur propose deux intrigues enchâssées, celle du Petit Prince évidemment associée à une seconde qui relate les aventures d'une petite fille solitaire, pleine de vie et curieuse, enfermée dans un monde d'adultes et qui, au détour d'une rencontre inattendue, va s'ouvrir au monde de l'imaginaire. Regardez. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Moi qui croyais ne jamais trouver personne qui veuille entendre mon histoire. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il faisait quoi cet enfant dans le désert? On n'a jamais évoqué l'existence d'une vie sur aucune planète. D'un astéroïde, l'astéroïde B612. Wow. Le petit prince, il aimait beaucoup les couchers de soleil. Tu as terminé tes devoirs de la journée? Pas tout à fait fini, je me suis fait un ami. Si tu étudies à fond et que tu te conformes rigoureusement à ton projet, tu pourras passer du temps avec ton nouvel ami l'été prochain. Tiens, regarde, les étoiles se sont levées. Eh oh, viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. L'essentiel est invisible pour les yeux. Lorsque le moment sera venu pour moi de m'en aller, je devrais partir tout seul. Tu sais piloter un avion, toi? Accroche-toi. Je crois que moi, j'ai plus trop envie de grandir. Grandir, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. Tu deviendras une adulte formidable. Voilà, Rudy qui suit bien mes chroniques cinéma et qui a remarqué que, eh bien, effectivement, il y avait deux types d'animation dans ce film, à savoir l'image de synthèse et puis l'animation faite à partir de papier mâché, comme à la bonne époque. Voilà. Magnifique, Petit Prince. Ça donne envie dans un autre genre, mais là aussi toujours des références aux héros de notre enfance. C'est Casimir qui va débarquer sur grand écran. Voilà, les amateurs de Glooby Boulga vont être contents. Le dinosaure orange, écolo et gourmand, et aussi un petit peu gaffeur. Ce n'est pas vous, hein, Rudy, dont je parle. Et le héros de toute une génération. Il va débarquer donc sur grand écran. Ça fait plus de 40 ans qu'on attendait cela, et c'est un projet du producteur du film Babysitting qui a été un carton box-office l'année dernière, un carton inattendu, et c'est visiblement en voyant le film Paddington que l'idée est née. Paddington, c'était ce petit ours à la casquette rouge et au parapluie qui est un personnage culte des pays anglo-saxons et au Japon, qui avait été donc adapté au cinéma. Le scénario devrait mélanger la comédie et l'émotion, et puis mélanger prise de vue réelle avec de l'animation. Donc une fois de plus, deux types de procédés différents. On va certainement retrouver dans ce film la recette du fameux Glooby Boulga, à savoir confiture de fraises, chocolat râpé, banane écrasée, moutarde très forte et saucisse de Toulouse. Voilà, ça donne vraiment envie. Quand on est petit, c'est du Glooby Boulga. Quand on est un peu plus âgé, ça s'appelle du diabète. Tout à fait. Oh mon Dieu. Mais Casimir n'est pas le seul à reprendre vie. D'autres héros vont
vont suivre le pas. Oui, alors Disney a eu cette merveilleuse idée d'adapter en live des vieux dessins animés de notre enfance, des films cultes. Le film Cendrillon en mars dernier, qui est sorti donc en mars dernier, c'était le premier de cette longue série d'adaptations live qu'on va pouvoir retrouver, et ça mélange images de synthèse avec personnages en chair et en os. Regardez ce que ça donnait. Bonjour Gus, Jacqueline, c'est ici que vous vous cachez? C'est également mon refuge. Je parie que tu n'as jamais adressé la parole à un homme. Si, une fois, j'ai parlé à un gentleman. Vous ne devriez pas vous aventurer seul dans la forêt. Je ne suis pas seule, je suis avec vous. J'espère vous revoir, mademoiselle. Cette robe a appartenu à ma mère. Une épaule dénudée. Non! Elle est en pièces. Il n'est pas question que tu ailles au bal. Excuse-moi, pourquoi pleures-tu? Qui êtes-vous? Je suis ta bonne fée, voyant mon ange. Je ne crois pas aux fées. Je vais enfiler quelque chose un peu plus confortable. C'est mieux. Elle est magnifique. Maintenant, sauve-toi. Car tu dois aller à ce bal. C'est vous, n'est-ce pas? C'est un soulier de verre. Pourquoi pas? C'est cela que tu cherches? Non! Il me va, il me va! Bon, ça suffit. La bienveillance engendre la bonté. Et la bonté... Voilà, donc un sacré ravalement de façade pour Cendrillon, et ça ne va donc pas être le seul. Dès 2016, on va avoir le droit, par exemple, au Livre de la Jungle version live, ou encore Dumbo, qui va être dirigé par Tim Burton, Mulan, qui est en cours en ce moment de réalisation avec l'actrice chinoise Zhang Zi, puis La Belle et la Bête aussi va être de retour en version live, Pinocchio, par Paul Thomas Anderson, qui est le réalisateur derrière There Will Be Blood, rien à voir, donc ça promet, ça va être produit et joué par Robert Downey Jr., qui va interpréter Geppetto, et puis un dernier, le long métrage sur Clochette avec Reese Witherspoon qui prendra les traits de la gentille fée, et c'est pas un procédé nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'adapter finalement en animation, enfin mélangeant animation et personnages réels. C'est un procédé que déjà on retrouvait avec Mary Poppins, et puis avec Elliot et le dragon, c'était en 1977. Alors là, j'ai une bande-annonce, ça va vraiment vous ramener dans une période qu'on ne connaît plus. Regardez. Hé, tu sais que tu as une mine épouvantable. Red Buttons. Ne me retissez pas. Shelley Winters. Et Sean Marshall, Peter, un petit garçon dont le fidèle ami est un dragon nommé Elliot. Je t'aime beaucoup. Seules les productions Walt Disney pouvaient vous offrir ce grand spectacle où un dragon succède à Mary Poppins et où tous les personnages sont irrésistibles. Ouais, suivons toujours et toujours le vent qui court. Le nouveau grand Walt Disney, Peter et Elliot le dragon. Voilà, donc nostalgie quand tu nous tiens. Voilà, magnifique monde de l'enfance, on y resterait bien toute la journée comme ça. Merci beaucoup Laetitia, merci Rudy, et merci à vous de votre fidélité au Morning. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite un point complet sur l'actu, on se retrouve demain avec grand plaisir. Portez-vous bien.